bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière présentation dans ces séminaires Linux. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut développer à l'intérieur d'un container. Alors ceux qui pensaient que j'allais parler de la crise du logement et puis comment est-ce qu'on peut développer dans un endroit confiné comme ça ne va pas être le cas. Je ne vais pas parler de ça. Ce que je vais parler, c'est comment est-ce qu'on développe dans un container Docker. Comment est-ce qu'on peut utiliser Docker, qu'on a entendu parler déjà beaucoup aujourd'hui, pour développer, pour faire le travail du développeur. Et je vais réutiliser les choses qui ont été mentionnées jusqu'à maintenant. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut très facilement, avec VS Code d'un côté comme front-end, Docker comme machine derrière, comment est-ce que ça va pouvoir nous offrir un environnement de développement qui sera d'une part portable et également vraiment très très performant. Comment ça fonctionne, ce que je vais vous démontrer aujourd'hui? On l'a déjà vu dans quelques démonstrations, mais il va y avoir en principe deux parties de VS Code qui vont tourner. Il y aura une première partie qui va tourner sur ma machine, sur mon PC, qui sera la partie ici qui est notée dans localOS, dans laquelle j'ai le VS Code qui va tourner avec mes extensions, avec les thèmes que je veux choisir, avec toutes les extensions au niveau du user interface. Ça, c'est dans la partie en local, et je vais également avoir mon code source qui sera en local sur ma machine. Puis ensuite, dans un container Docker qui tourne également sur ma machine, je vais avoir la partie VS Code Server qui va pouvoir dialoguer avec mon client local, qui va pouvoir également accéder au port. On a vu avant une petite démonstration d'un petit site Internet, une petite page web. Je vais pouvoir aussi accéder à ces ports au travers de l'interface que j'ai entre la machine locale et le container. Je vais également pouvoir faire tourner des programmes à l'intérieur de ce container. Donc le terminal, les applications, le debugger, tout va pouvoir tourner à l'intérieur de ce container. J'ai également accès à un file system qui sera celui de mon container et mon code source sera monté à l'intérieur du container. Ça veut dire que le code source, mon dossier dans lequel j'ai mon code source, mon workspace, n'existe qu'à un seul endroit sur ma machine, mais j'y ai accès dans le container et tout ce que je vais modifier dans le container sera automatiquement visible dans la machine. Ce n'est pas une synchronisation, c'est réellement les fichiers sont à un seul endroit. Et on va commencer tout de suite avec une petite démonstration. L'idée, c'est, j'ai bien envie de tester un peu Go et puis d'apprendre Go. On m'a dit que Go était un super langage, ce que je ne peux pas contredire, évidemment. Donc, j'ai envie de tester un peu ce langage. Et puis, on m'a donné un petit programme Hello World ici que j'aimerais bien essayer. Puis quelqu'un m'a dit, ouais, mais essaye ça avec Go 1.16 parce que la dernière version, c'est un peu plus compliqué, il faut faire des modules et tout ça. Puis moi, je dis, OK, mais moi, j'ai un Go 1.18 sur ma machine, donc je ne peux pas tellement tester ça avec Go 1.16. Ou ce que je pourrais dire, c'est, OK, alors ce que je vais faire, c'est que je peux désinstaller mon Go 1.18 et puis installer un Go 1.16, mais ça ne me plaît pas trop comme approche. Donc, je vais plutôt choisir l'idée de faire un container, et puis je vais dire, comme ça, je peux faire mon test dans un container, puis à la fin, j'oublie, et puis je reprends ma version que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors, on va faire ça. Je vais commencer je vais aller dans mon dossier, par exemple, des projets, et puis je vais créer un petit dossier de test pour le projet actuel. On va l'appeler Fribourg Linux Séminaire 22. Et puis, je vais ouvrir un VS Code à l'intérieur de ce dossier. Oui, je trust. Donc voilà, j'ai un VS Code qui est ouvert ici. Et puis, je vais commencer par créer mon fichier Go, mon fichier démo pour Go, mon Hello World en Go. Donc, je vais appeler ça hello.go. Et puis, on va reprendre le code du Hello World. Donc là, j'ai le code du Hello World en Go. Je peux le sauver sur ma machine. Si j'ouvre un terminal ici, c'est assez grand en fait, la police, ça joue? Ouais. Si j'ouvre ici et puis je demande Go version, je vois j'ai un Go 1.18.2, la dernière version qui est là, et puis on me demande de compiler ça avec un Go 1.16. Donc si j'essaie de compiler ici Go build, déjà il va me dire qu'il ne peut pas parce qu'il n'a pas de mode file. Par contre, je peux quand même le compiler simplement en lui donnant le hello.go, et puis j'ai maintenant ici
mon fichier hello qui m'affichera le résultat. OK. Donc là, je viens de compiler avec ma version 1.18. Mais j'aimerais maintenant faire ça avec une version 1.16. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier. Je vais créer ici un dossier que je vais appeler .devcontainer. Et dans ce dossier .devcontainer, je vais créer un fichier qui s'appelle devcontainer.json. Dans ce fichier, maintenant, je vais pouvoir spécifier avec quelle image j'aimerais travailler. Donc maintenant, je vais lui dire, je vais créer un fichier JSON dans lequel je vais lui donner un nom pour mon image, que je vais l'appeler GoDemo. Et puis, je vais récupérer une image sur le site de Microsoft, chercher une image de Go version 1.16 avec le Bullseye, qui est la version Debian, la dernière version de Debian que j'aimerais utiliser dans la machine. Je vais donc sauver mon dossier comme ça. Donc, j'ai juste créé ce nouveau fichier. Et maintenant, ce que je vais dire, c'est j'aimerais réouvrir mon nouveau projet, mais à l'intérieur de ce container. Donc, ce que je peux faire ici maintenant, je peux lui dire, j'ai la commande reopen in container. En cliquant sur ça, lui, on voit, il est en train de me démarrer un nouveau container. On voit en bas à gauche, il a noté devcontainer GoDemo, qui était le nom que j'avais donné à mon container ici, le GoDemo. Et je suis maintenant dans un container Docker. Ça veut dire que si je rouvre mon terminal, et je fais Go version, j'ai un Go 1.16 maintenant. Donc, je n'ai pas dû démarrer de commande Docker pour faire quoi que ce soit. J'ai juste créé un fichier pour lui dire dans quel environnement j'aimerais travailler et j'ai réouvert mon projet dans ce container. Les commandes que je peux faire, si je fais un uname-a, par exemple, je verrai bien que je suis sur une machine Linux et pas sur un Mac. Je suis sur une architecture ARM64. Et j'ai donc les informations que je peux avoir, que je suis réellement sur cette machine ici. Donc maintenant, depuis là, je peux compiler mon programme aussi. Donc si je fais un Go build ici, je vois que j'ai un nouveau fichier qui s'appelle ici FLS22. Le Go 1.16 travaillait un peu différemment. Il prenait le nom du fichier pour générer le binaire. Donc je peux démarrer ici mon fichier FLS22 et j'ai le Hello World qui s'affiche. Mais ce fichier ici, si je fais un file sur mon fichier FLS22. Ah, OK, je n'ai pas file, mais je peux l'installer. Oh. En fait, ce n'est pas grave. Pendant qu'il fait ça, je vais plutôt faire la commande file ici, sur le Mac. Donc, si ici, maintenant, on voit que donc, je suis sur le Mac, j'ai exactement les mêmes commandes, les mêmes fichiers. Tous les fichiers que j'avais dans mon environnement, je les ai aussi en local. Donc, si je fais ici un file sur le FLS22, il va me dire que c'est un fichier ARM64, mais qui est fait pour du Linux. Si j'essaie de l'exécuter ici, le FLS22, lui, il va me dire qu'il ne sait pas comment exécuter ce fichier, parce qu'il n'a pas été fait pour la machine, pour mon Mac. Par contre, l'avantage, c'est que vu que Go permet de très très facilement faire de la cross-compilation, je peux très bien lui dire ici Go OS égale Darwin, qui est la variante pour compiler sur Mac. Je fais un Go build. Et maintenant, si je reviens ici, là, je refais ma commande FLS22. Il m'affiche le Hello World. Donc là, j'ai réussi à cross-compiler maintenant. J'ai utilisé mon environnement Docker que j'avais, qui tournait sous un Linux en ARM64, et j'ai pu générer du code pour mon Mac qui peut directement tourner ici. Je peux compiler les deux. Je peux créer aussi du code ARM et du code Intel, générer après un binaire universel. Tout ça, je peux le faire avec cet environnement. Donc, ça m'a permis de pouvoir tester avec le Go 1.18. Si maintenant, je termine ici, je ferme mon VS Code, j'ai la machine Docker en train de s'arrêter et je vais pouvoir retrouver ici, mes commandes ici, si je fais un Go version,
Je suis de nouveau en Go 1.18, donc j'ai mon environnement Go 1.18. Donc j'ai juste fait une petite parenthèse pour avoir mon programme dans cet environnement virtuel, et puis j'ai pu revenir, sans devoir taper une seule commande Docker. Donc là, on retrouve la configuration que j'ai dû faire dans le dev container, simplement en lui donnant le repository sur lequel on prend l'image. Microsoft met à disposition un tas d'images, on verra plus tard les images qu'on a qui sont possibles, et je choisis la version Go 1.16 dans cette variante Bullseye. Un autre use case que j'ai eu dans le cadre des travaux pratiques à l'école ici, c'est j'avais besoin de créer des polices pour les systèmes embarqués, et on avait envie de faire des polices avec des accents, des polices avec des petits symboles degrés aussi, et les polices qu'on trouvait qui étaient toutes faites, elles étaient uniquement en 7 bits sans ces caractères spéciaux. Donc, j'ai trouvé un repository sur Adafruit qui proposait cette librairie GFX dans laquelle on avait toutes ces polices. J'avais le code C de la police, donc j'avais ce programme FontConvert ici qui me permettait de prendre une police TrueType et de me générer une police bitmap. J'avais tout ce qu'il me fallait, mais j'avais besoin d'une librairie FreeType spéciale. Là encore, quand je n'avais pas envie d'installer cette librairie sur mon Mac, parce que je savais que ce programme tournait bien en Linux avec cette librairie, donc je me suis dit, à la place d'essayer de compiler ça en local, faisons une machine virtuelle, faisons un environnement Docker pour ça. Donc le fichier devcontainer que j'ai créé pour ça, à la différence du précédent dans lequel j'ai directement donné une image Docker, ici je lui dis, je vais faire un Dockerfile. Donc ça veut dire, ça me permettra encore à moi de rajouter différentes choses avant que l'image soit utilisée. Je ne prends pas une image toute faite, je vais construire l'image à la volée. Donc, je lui dis ça. Et puis, dans mon Dockerfile, je vais récupérer une image de base qui est une image, là j'ai pris une de chez Ubuntu par exemple, donc ça sera une image de base aussi chez Microsoft, mais ça sera un Ubuntu avec le CPP, comme ça j'ai directement tous les outils de compilation pour C++, et puis on voit, je fais une commande apt-get install à l'intérieur où j'installe le FreeType dev. Avec ça, j'ai un environnement de développement. Je ne pense pas que j'ai le temps maintenant encore de démontrer tout ça, mais j'ai un environnement de développement dans lequel je peux compiler mes fontes, faire ce que j'ai besoin, et puis avoir toutes les polices dans toutes les tailles que je veux avec les variantes que j'ai envie de faire. Ça m'a permis aussi de faire ce travail sans rien changer sur ma configuration, et c'est facile pour les autres d'employer ça maintenant. C'est un dépôt Git qui est disponible, qui est public. N'importe qui peut récupérer ce dépôt Git sur sa machine, l'ouvrir en dev container et puis directement recompiler les fontes sans rien installer. Le deuxième use case que j'ai, c'est pour créer des petits sites Internet. J'aime bien créer des sites Internet avec MKDocs pour les cours, pour les travaux pratiques. Je trouve que c'est un environnement qui est agréable et j'ai envie de pouvoir créer ça aussi facilement avec des containers. Donc, ce que j'emploie, j'emploie MKDocs. J'emploie quelques extensions aussi et quelques plugins pour MKDocs que j'aimerais bien avoir à disposition assez facilement. Et j'emploie le matériel thème pour MKDocs. Donc là, dans la structure de mon projet, je vais avoir deux dossiers un peu spéciaux qui sont en plus de MKDocs. J'ai le premier en haut, le dev container, qu'on reconnaît, donc qui me permettra de travailler en local sur ma machine. Dans ce dev container, j'ai le Poetry. Poetry, c'est ce qui remplace maintenant la configuration de package en Python. Avant, on utilisait un fichier avec toutes les dépendances qui étaient dedans, tous les requirements qui étaient nécessaires. Aujourd'hui, ce Poetry gère ça de manière plus efficace, un peu à la manière de NPM pour installer les packages dans Node. J'ai quelques petits scripts aussi que j'aimerais utiliser, un script build, un script surf que j'ai ici, qui me permettront directement de servir mon site pour les démonstrations, pour les tests. Et j'ai un Dockerfile, que je vous montrerai après, qui permet justement d'installer tout ce dont j'ai besoin pour créer mon site. Mais en plus de travailler en local, j'aimerais bien pouvoir déployer ensuite mon site chez un provider. Et dans ce cas-là, je vais utiliser une GitHub Action
qui fait qu'à chaque fois que je vais faire un commit et un push de mon site, il y aura une action sur GitHub qui va me reconstruire aussi le site et le publier à un URL public. Donc là, je vais récupérer également un Dockerfile. J'ai un deuxième Dockerfile qui, lui, sera utilisé donc, pour la publication, la construction et la publication. Dans le dev container, ça ressemble tout à fait à ce qu'on avait avant. Je lui dis aussi que je vais utiliser un Dockerfile et je lui donne le nom mkdocs.edu. Le Dockerfile que je vais utiliser, lui, il va avoir également une base maintenant Python. Mkdocs, c'est écrit en Python. Donc moi, je vais me prendre une base d'images de base en Python. La variante, c'est également la Bullseye. La Bullseye, elle a l'avantage, c'est qu'elle fonctionne très bien sur l'architecture ARM comme sur une architecture Intel. Certaines variantes, typiquement, je crois que le Ubuntu 20 ne fonctionne bien que sur Intel et pas très bien sur ARM. Le 21 marche sur les deux et le Bullseye aussi marche très bien sur les deux architectures. Donc, je vais installer également ImageMagick Zip que j'ai besoin pour faire mes sites. Ensuite, je vais copier la partie mkdocs.edu, c'est la partie dans laquelle j'ai mon poetry, donc ma customisation ou mes extensions que je veux installer dans mkdocs. Et puis ensuite, ici, je vais justement installer tous ces paquets, toutes ces extensions dans mon environnement. Et je vais copier mes scripts serve et build en user local pour que je puisse très facilement après y avoir accès. Là encore, juste pour info, les différents packages que j'installe avec Poetry. Et ça, c'est le Dockerfile qui est après employé par GitHub Actions. On voit qu'en gros, il va refaire la même chose. Il va réinstaller aussi le zip. Il n'a pas besoin, lui, d'avoir le ImageMagick. Et puis, il va utiliser un entry point pour pouvoir construire mon site. Le entry point, il est ici. On voit qu'on récupère la même chose avec Poetry. J'ai encore quelques petites subtilités avec Jinja 2 parce que je configure encore une navigation un peu spéciale sur les sites pour publier les pages uniquement les semaines que j'ai envie de les publier. Mais à la fin, je fais un mkdocs build et ça, c'est ce qui va se faire donc dans les GitHub Actions. Et une fois que c'est fait, je peux publier mon résultat sur différents providers. On peut le publier sur GitHub Pages, on peut le publier sur le GitLab aussi, Pages, on peut choisir directement là-dessus, ou alors choisir d'autres providers de sites statiques comme Netlify. Il y a encore un autre, Vertex, je crois qu'il s'appelle, qui permet aussi directement d'avoir des sites statiques, et puis on peut les publier gratuitement. Je peux faire aussi une démonstration de ce use case maintenant, j'ai le temps. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne ça aussi. Ça m'a permis d'avoir des builds qui sont reproductibles. La même chose, si ma machine tombe en panne, il me suffit d'aller prendre une autre machine, faire un Docker get ou un Docker pull de mon dépôt, et puis j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir développer. Les collègues qui veulent travailler avec moi sur le projet, la même chose, ils peuvent directement avoir accès aux mêmes outils que moi avec les mêmes versions. Alors, je vais prendre ici, par exemple, celui-ci. Donc, je vais maintenant ouvrir un dossier en local sur ma machine qui a un dev container dedans. Il se trouve dans Lecture, CSL1, CSL Website. Alors, je peux soit l'ouvrir avec dev container open. Dans ce cas-là, il va directement m'ouvrir dans un container. Mais je peux aussi choisir de l'ouvrir simplement avec VS Code. Si j'ouvre avec VS Code, il va m'ouvrir en local ici. On voit que j'ai encore rien, mais il me propose de le réouvrir dans le container. Il voit qu'il a un fichier dev container qui est là, donc il me dit on peut rouvrir ça dans un container. Donc je vais dire oui, rouvre ça dans un container, et maintenant il va me refaire l'opération. Mais je peux directement aussi, avec un dev container open, l'ouvrir directement dans le container. Donc on voit ici, j'ai ce que je vous avais montré avant, le dossier dev container, le dossier GitHub avec les actions, et j'ai également le script serve que j'avais utilisé avant.
je peux l'appeler ici, serve. On voit ici, je suis dans le container mkdocs.edu. Je peux appeler la commande serve. Automatiquement, lui, il va me faire tourner mon script que j'avais avant. Et une fois que le site est prêt, on voit qu'il m'a ouvert ici, il me dit on peut le servir sur le HTTP, et automatiquement VS Code me propose directement de l'ouvrir dans un browser. Donc je n'ai même pas besoin de savoir, de me rappeler le port, il a vu qu'un nouveau port a été ouvert, je peux cliquer ici sur Open in Browser, et il m'ouvre une nouvelle page, un nouvel URL avec le contenu du site. Si je ferme mon browser ici, et puis je ne sais plus où le retrouver, pas de problème. J'ai ici un petit icône avec un petit 1 qui s'est enclenché ici en bas. Je peux recliquer sur cette icône ici. Il va me montrer la liste des ports qui sont forwardés actuellement dans ma machine. Et je peux recliquer ici sur... Puis c'est rappelé que ce port-là était forwardé, et je peux directement le rouvrir comme ça. Donc c'était pour moi vraiment très pratique d'avoir cette solution, et que quelqu'un ait un Mac, un PC ou n'importe quel type de un PC Linux ou un PC Windows, il pourra refaire exactement la même chose en récupérant ce que j'ai proposé. Le dernier use case que je vais vous montrer, qui est le plus complexe aussi, c'était justement pour le cours de master où le système précédent, qui avait été fait par Daniel, utilisait une machine virtuelle avec VMware. Et là, avec mon nouveau Mac M1, j'étais embêté parce que VMware ne tourne pas sur les nouveaux Mac. Donc, il fallait trouver une solution. Il y aurait éventuellement des solutions. On peut maintenant faire tourner des machines virtuelles en émulation, mais c'est très très lent, ce n'est pas pratique, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Et donc, j'avais besoin d'avoir un environnement qui me permette, d'une part, d'utiliser, de créer des machines Linux, donc de pouvoir créer des nouvelles machines Linux. On a vu avant, chez Aziril, ils employaient Yocto. Nous, ici, on fait avec Buildroot, mais ça revient plus ou moins au même. Ça permet de créer des images de machines Linux. Il fallait que GCC puisse tourner pour pouvoir compiler tout ça. Et puis, il fallait aussi que ça tourne sur la cible qu'on utilisait pour ce cours. Donc là, maintenant, dans l'environnement qu'on utilisait, on a également un système de file server qui permet de facilement échanger des fichiers entre la cible et la machine de développement. Donc j'ai deux services dont j'ai besoin de deux services maintenant. Un service pour pouvoir avoir mon environnement de développement avec mon compilateur, et il me fallait un deuxième service avec le serveur de fichiers avec Samba. Et pour ça, j'utilise ce que vous avez aussi vu chez Aziril avant, un outil qui permet d'avoir plusieurs services en même temps, et c'est justement le Docker Compose. Donc dans le Docker Compose, je lui ai donné ici un premier service que j'ai appelé Toolchain. Dans ce service Toolchain, je lui dis, OK, tu vas me faire un Dockerfile. Ensuite, il va me prendre un Dockerfile pour installer ce dont tu as besoin. Et je lui donne quelques volumes. Compiler un Linux avec Buildroot, ça prend, ceux qui ont déjà essayé, entre 30 minutes, il y a une machine vraiment très performante, et ça peut durer jusqu'à 1 heure, suivant la machine qu'on utilise. Donc là, on n'a pas non plus envie que chaque fois qu'on reconstruit le container, on doive recompiler tout le Buildroot. Donc c'est pour ça que j'utilise pour ça un volume. J'ai un volume qui est Buildroot, qui est utilisé dans mon système. Comme ça, si je refais mes containers, le contenu du volume restera le même. J'ai le container Workspace qui correspond justement à mon environnement local, qui est loopback mounté dans le service Toolchain. J'ai également un rootfs qui est également disponible dans cet environnement. Et puis, j'ai un deuxième service qui s'appelle Samba, qui lui utilise une image toute faite. J'ai trouvé une image toute faite pour Samba qui faisait le travail pour moi. Donc, je n'ai pas eu besoin de créer mon propre Dockerfile. J'ai pu directement prendre l'image. Et on voit, elle n'a pas d'URL devant, donc elle vient directement de Docker Hub. Et j'ai les différents ports qui sont utilisés pour faire du file server. Et j'ai également mes volumes qui sont à disposition dans cet environnement. Ça veut dire que sur mes petites cibles, après, je pourrais monter les volumes que j'ai sur ma machine.
Et si je vais compiler quelque chose en cross-compilation sur ma machine, ma cible aura directement accès à ça via ce file serveur Samba. Et on voit ici encore la définition des volumes. Donc tout ça, c'est défini dans un fichier de Docker Compose. Et heureusement, dans les dev containers, ces fichiers dev containers qu'on a vus avant, on a également la possibilité de faire directement un Docker Compose. Il y a un mot-clé spécial ici, c'est dans le suivant ici, il y a un mot-clé qui me permet directement de lui dire Docker Compose File plutôt que Docker File. Donc je peux directement employer mon Docker Compose. Mais juste ici, le fichier Docker que j'ai, celui qui était annoncé ici, le Docker File qui avait été annoncé dans le toolchain ici, voilà à quoi il ressemble. Lui, il utilise un Ubuntu. Je prends le 21.04 pour pouvoir tourner facilement sur l'architecture ARM. Et donc, je prends la machine de base de CPP, je lui fais un update et puis j'installe, là j'ai juste un extrait, mais je vais installer tous les outils de compilation, Make, GCC, Buildroot, tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir faire après mon développement. Et puis, je vais également copier quelques scripts qui me permettent de assez facilement utiliser mon environnement. Donc voilà ici le fichier dev container qui dit que c'est un Docker Compose. Je dois lui dire maintenant aussi quel service, vu que j'ai deux services dans mon Docker Compose, je dois lui dire lequel j'aimerais avoir à l'intérieur de mon VS Code. Ça, je le dis ici en lui donnant le service. Lui, il sait, c'est le service toolchain, c'est lui qui va être monté dans mon environnement VS Code. Je peux lui donner également comment s'appelle le workspace folder. Il est /workspace, comme ça je sais, chez tout le monde ce sera la même chose. Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrête le Docker Compose. Avec ça, j'ai réussi à faire un système qui permet de travailler, de compiler, de faire des build routes sans avoir de machine virtuelle. Ça fonctionne aussi bien sur des machines Windows, Linux, ARM ou Intel. Le système est également plus rapide et plus responsive. On a vu avant aussi avec la présentation de Geoffroy les problèmes de latence ou de lag qu'on peut avoir, que là on n'a plus du tout non plus. Les ressources sont aussi utilisées de manière beaucoup plus efficace. Je ne dois pas réserver des ressources dans une machine virtuelle pour faire mon travail. J'ai une belle expérience développeur. Ça démarre automatiquement aussi tout. Il me suffit d'ouvrir mon VS Code, tout est démarré. Et on peut facilement adapter ça pour d'autres cours. Quelques limites que j'ai constatées quand même avec ce système. Les premières limites, c'est que l'UDP est assez mal supporté, en tout cas dans les versions Docker Desktop que j'ai ici. Je n'ai pas réussi à faire tourner du NFS ou du TFTP dans ma machine qui soit utilisable depuis la machine remote. L'UDP n'arrivait pas à faire les liens correctement entre la machine. L'autre problème, qui a une limite de Docker Desktop pour Windows et pour Intel, c'est une limite que vous n'aurez pas sur Ubuntu ou sur une machine Linux, c'est qu'on n'a pas accès à l'USB dans les containers Docker, Windows et Mac. Donc si vous voulez pouvoir employer une image Docker pour flasher, par exemple, un système embarqué, ça ne va pas fonctionner. J'ai aussi eu d'autres petites surprises. Des fois, les codes n'étaient pas forcément très, très portables. J'ai ici un exemple d'un programme qui vient de Espressif, c'est le ESP-IDF, l'environnement de développement pour les ESP32. Et dans ce code, il y a quelque chose qui vérifie si le fichier est exécutable ou pas. Et là, vous avez la définition du programme, c'est du Python. Donc, ça commence bien, il y a un bon commentaire. Il nous dit que OSXOK va toujours retourner true sous Windows. Donc, ils font un petit workaround, et puis ils font que si la plateforme c'est Windows, alors on récupère les fichiers différemment. On s'assure que le fichier est exécutable d'une manière différente que si on est sur une machine non Windows. Le problème, c'est que ça marche bien tant qu'on n'a pas d'environnement Docker. Et si on a un Docker et on a un loopback mount comme on a pour notre source, eh bien, dans le loopback mount, le XOK dira aussi toujours true. Donc ça veut dire que les gens qui ont fait ça, mais on ne peut pas leur en vouloir, ils n'ont pas forcément pensé qu'on pourrait faire tourner ce code-là dans un container Docker. Donc il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des fois des problèmes de compatibilité qu'il faudra gérer. On a vu avant les
les machines qui faisaient tourner le code n'étaient pas forcément des machines locales. Là, c'est ma machine locale qui fait tourner le Docker. On a vu avec le VDI qu'on peut faire ça sur une machine remote. Et je pense que c'est un peu l'avenir aussi d'utiliser ces machines remote qui permet d'employer des machines plus puissantes que ce qu'on a aujourd'hui. Pour ça, on a du côté de GitHub, on a les GitHub Codespaces qui permettent de faire ça. Il y a aussi le GitHub Dev que je vais juste vous démontrer tout à l'heure. Et puis, en version open source, on a le Gitpod que vous pouvez héberger chez vous qui permettra de faire la même chose que je vais vous montrer maintenant avec le Codespace. Donc, j'ai ici un dépôt que j'ai appelé Demo Dev Container Go qui reprend ce que j'ai montré avant. Et dès qu'on est dans VS Code, on peut presser point. Dès qu'on presse point sur GitHub, on a un VS Code qui s'ouvre dans le cloud, dans le browser. Donc ici, moi, j'ai mon fichier Go que je peux éditer. Donc je peux modifier mon fichier directement ici dans le browser. Il ne va pas être synchronisé avec ma machine parce que maintenant, j'ai modifié que sur VS Code. Si je veux que ce soit sauvé persistant, il faut que je fasse un commit pour pouvoir l'utiliser et puis un push. Donc, je peux aller ici, puis je lui dis, OK, ça, j'aimerais avoir, work in progress. Et puis maintenant, dans mon environnement, j'ai modifié ce fichier ici en local. Mais ça permet de faire des petits changements qui ne sont pas forcément très, très intéressants et je n'ai pas non plus de possibilité de démarrer un terminal là-dedans. Par contre, ce qu'on a, c'est que sous l'environnement code, on a également la possibilité d'avoir accès à Codespace maintenant. C'est encore pour l'instant en bêta, c'est sur invitation. J'ai reçu une invitation la semaine passée, par chance, pour vous montrer ça aujourd'hui. Donc, je peux maintenant utiliser une machine ici. Et le gros avantage, c'est que je peux choisir dans quelle branche je veux l'utiliser. Ça veut dire que je peux très bien en même temps ouvrir mon même dépôt dans plusieurs branches différentes, ce qui est impossible à faire normalement en local. Donc voilà, maintenant il me démarre mon Codespace et je peux ouvrir ça aussi. Soit je peux le laisser ici dans le navigateur, soit je peux l'ouvrir dans mon VS Code. Donc il m'ouvre un nouveau VS Code. Je vois maintenant en bas, il me met Opening Remote, donc il est en train de me faire maintenant une connexion avec une machine virtuelle chez GitHub. Voilà, c'est fait. Donc si maintenant je fais ici un uname-a, il y a plein d'extensions qu'il devra installer encore. Platform.io, il n'aura pas besoin non plus. Mais je vois que maintenant, je suis sur une machine, un Linux Codespace, qui a un Ubuntu 18.04 qui tourne. Si je fais un... Est-ce que je peux afficher proc CPU? J'ai 4 cœurs, ou plus. Enfin, bien assez en tout cas. J'ai bien assez de mémoire aussi pour faire tout ce que je veux. Donc, ce qu'on disait avant aussi, d'avoir des machines plus performantes, ça peut vraiment être pratique. Avec ça, moi, je peux tout à fait m'imaginer un jour pouvoir travailler avec une tablette. J'ai une tablette, un clavier, et j'ai la puissance derrière pour pouvoir faire ce que je veux. Je n'ai pas besoin d'avoir une machine avec 10 cœurs. Je peux très bien employer les systèmes dans le cloud. Donc voilà, pour moi, le futur va vraiment aller là-dedans. On va vraiment de plus en plus avoir ce genre de solutions dans le cloud pour pouvoir développer. Les images de base, je vous en ai montré pour Python, pour du Go et pour du C, mais il en existe encore pour tout plein de langages. Des images de base sont toutes faites avec les bons compilateurs, avec les bonnes versions des outils que vous pouvez utiliser. Quand vous avez le nom de l'image, vous pouvez taper dans cette URL-là le nom de l'image et vous aurez la liste de tous les tags qui sont disponibles. Donc avec ça, vous aurez la liste de toutes les versions aussi que vous pouvez utiliser dans votre environnement. Il y a également un dépôt de Microsoft sur GitHub dans lequel vous avez la définition des images de Dev Container. C'est un peu comme Inception. Ils utilisent les Dev Container pour créer les images de Dev Container. Donc là, vous avez l'URL. Si vous avez envie de savoir comment sont créées ces images de base, vous avez ici toutes les indications pour le faire. Je
vais terminer ici avec une série de liens que vous avez. Donc la présentation, elle est disponible aussi ici. Vous pouvez scanner aussi le QR code. Le QR code qui est assez sympa d'ailleurs. Vous voyez qu'il y a pas mal de pixels qui sont dedans. Et ce n'est pas avec une image au milieu qui sera ignorée, mais vraiment tous les pixels font le logo de la filière ISC ici et vous amènent vers la présentation. J'ai utilisé QR Coder pour faire ça, si jamais ça intéresse les gens de faire ce genre de choses. Vous pouvez mettre n'importe quelle image à l'intérieur d'un QR code. Vous avez les liens sur les différents dépôts que je vous ai montrés, qui sont tous en open source. Et j'ai également fait un petit cheat sheet pour les différentes commandes dans les dev containers. Vous l'avez ici. Donc vous avez les différentes images disponibles, vous avez des commandes. Si vous voulez savoir quoi écrire dans votre dev container pour faire les petites démonstrations, la démonstration de Go pour employer un Dockerfile, voilà, j'ai créé tout ça ici. Vous pouvez télécharger, ça peut vous permettre de démarrer un peu plus rapidement. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose, que ça a été utile pour vous et je réponds volontiers à vos questions.